Ça, il y a un petit mélange de genres, mais essentiellement, 30 ans, une série dans ce que j'appelle les vieux métiers. Voilà. Donc des gens qui pratiquaient réellement. Elles ont été faites dans un laps de temps très court, dans les années 83, 84, donc sur 2 ans maximum. Donc il y a 30 ans, voilà, que ces photos ont été faites et n'ont jamais quitté les tiroirs de la maison, enfin de l'armoire. Voilà. Elles étaient rangées là. Des négatifs que j'avais jamais exploités, parce que c'est pour les noirs et blancs. C'était resté à l'état de négatif, j'avais même pas fait de tirage ou très peu. Voilà, donc il a fallu encore une fois la rencontre de quelques personnes pour que j'ai envie de les montrer. Et là, la sollicitation a été forte et j'ai été convaincu que ça présentait un intérêt de les montrer. Encore une fois, plus pour les gens qui connaissent peut-être pas ça, mais pour mettre en valeur surtout ces personnes-là. Voilà. Ça a été fait il y a 30 ans, pour la plupart. Donc, là, c'est M. Gitson, c'est un bannier de Cadouin. Là, c'est M. Bonnefond de Pontour. Là, ce sont des cordonniers de Bergerac, dans le vieux Bergerac. Chaque fois, il y a une série parce que je faisais les photos noir et blanc et couleur en même temps. J'avais 2 appareils, un en diapo et un en noir et blanc. Mais pour illustrer, pour ce thème-là, bon, le noir et blanc, on va bien. C'est très personnel de raconter la rencontre avec des gens. Moi, je dis c'est presque confidentiel parce que ce rapport que j'ai eu avec les gens, c'était vraiment on rentre un petit peu dans l'intimité, dans leur vie, et les gens, ils ouvrent la porte. Vraiment, c'est à cœur ouvert, c'est sans réserve. Et après, dévoiler un petit peu ce qu'on a connu dans ces moments-là, c'est toujours difficile parce que ça fait partie un petit peu de l'intime. Mais moi, ce que j'ai retenu dans les anecdotes, pour en citer une, c'est que parfois, les artisans avaient déjà arrêté, pour certains d'entre eux, leur activité complètement. Ils étaient à la retraite, mais leur atelier était resté intact. C'est-à-dire qu'ils avaient rangé leurs outils précieusement, tout était resté accroché au bon endroit. Et quand je suis allé les solliciter, ça a été un déclic, des yeux qui se sont mis à briller, et ils ont réouvert leur atelier, ils ont retravaillé exactement comme avant. Et là, c'était formidable, quoi, parce que retrouver des gens qui remettent tout en chantier uniquement pour la photo, pour la rencontre, voilà, ça c'est fort. Oui. Pierre Boitrel, bonjour. On est à Couze et vous êtes lindois. Mais avec la photo, il y a le vernissage aujourd'hui, vendredi 27 juin 2014. Je crois qu'on voyage aussi avec vous en passant des vieux métiers que vous avez traités longuement et longanimement aux oiseaux, à la couleur. Les 2 sujets sont pas différents, mais en même temps éloignés. Très différents, oui, mais c'est toujours dans la région, parce que la plupart de mes photos sont faites vraiment dans le secteur. Moi, pas besoin d'aller très loin pour faire de la photo. Il y a 30 ans environ, j'ai voulu réaliser une série de photos sur ce que j'appelle moi les vieux métiers. C'est-à-dire les gens qui exerçaient, avec, notamment dans la campagne, avec les animaux, avec l'attraction animale. C'était garder pour moi un petit peu le souvenir de ce que j'ai connu quand j'étais enfant dans la campagne et que je voyais disparaître très rapidement. Donc il y a 30 ans, c'était déjà la limite. Et j'ai commencé à faire des photos comme ça, en allant prendre des rendez-vous à la rencontre des gens, dans leurs champs, chez eux, dans leurs ateliers, voilà. On sent une profondeur et une lenteur dans le travail justement de ces gens. Ah oui, ça c'est pas le genre de photo que l'on fait en arrivant devant les personnes et en disant tournez-vous là et je prends la photo. Donc il y a d'abord une rencontre, plusieurs rencontres parfois, ça peut prendre plusieurs semaines. Voilà, c'est nécessaire de se connaître, de se faire confiance et d'établir une relation, parce que la photo c'est une chose, mais c'est la relation humaine qui est pour moi la plus importante.
Et je dois dire que là, j'ai rencontré à chaque fois des gens charmants, simples, travailleurs, qui ont une vie relativement rude, mais généreux, voilà, parce qu'ils ont pris le temps qu'il fallait pour m'expliquer un petit peu leur travail, pour me montrer, me faire des démonstrations. Donc oui, c'est une grande satisfaction. Quand vous avez un rendez-vous accueilli chaleureusement, est-ce que vous prenez beaucoup de photos, est-ce que vous canardez comme on dit, ou est-ce que finalement vous prenez une photo et après vous vous demandez si vous n'avez pas raté quelque chose? Mais je canarde jamais, bon, ce sont des habitudes, je prends quelques photos, j'essaie de réaliser la meilleure photo au premier coup, si on peut dire, mais c'est rare que ça se produise comme ça. C'est quand on regarde les photos, et il y a 30 ans, le numérique n'existait pas. Donc il fallait attendre le développement plusieurs jours, parfois plusieurs semaines après, pour savoir si la photo était réussie ou pas. Et malheureusement, elle n'était pas toujours réussie. Donc oui, je revenais voir les gens, je les ressollicitais, mais toujours en restant en retrait, sans déranger, c'est-à-dire les laisser travailler naturellement, sans que ma présence soit une gêne quelconque. Voilà. Donc oui, parfois j'ai fait des photos en 2, 3, 4, 5 reprises, mais pour essayer d'obtenir ce qui reflétait le mieux la réalité. Voilà. Vous avez d'autres projets photos en cours? Pas dans ce domaine, parce que les vieux métiers, bon, voilà, c'est terminé. Ces gens-là sont très âgés aujourd'hui. Parfois, malheureusement, ont disparu déjà, parce que 30 ans plus tard, les gens qui étaient déjà âgés, parfois ils sont plus de ce monde. Donc des photos de ce genre, non. Mais rencontrer des gens dans leur activité, c'est toujours intéressant, oui. Parce que voilà, c'est la rencontre humaine. Et la photo, pour moi, c'est toujours le bonus. Hein. On l'a, tant mieux. On ne l'a pas, c'est pas grave. Hein. Mais la rencontre humaine, oui, c'est ça le plus important. Oui. En tout cas, vous rentrez exactement en ligne de compte de la ligne rédactionnelle de Secret de Pays. Ah, très bien. Oui, j'essaie. Enfin, c'est peut-être pour ça que mes photos, un jour, sont montrées aujourd'hui, parce que je les avais réalisées, ces photos, et archivées bien précieusement, un petit peu comme des photos de famille, et pas dans l'intention de les montrer, pas du tout, ni de les exposer, ni de les montrer. Et là, il a fallu la rencontre de quelques personnes pour avoir envie de les montrer, et puis surtout, je pense, de mettre en valeur ces hommes et ces femmes que j'ai pu rencontrer, voilà, à cette époque-là. Donc oui, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Alors depuis, oui, j'ai changé de registre. Je suis passé à la photo nature, parce que c'est une double passion, la nature et la photo. Bon, ça se complète, mais c'est vraiment un autre registre. Oui. Merci. Tu peux me dire quelles sont les questions qu'as-tu prévu de poser comme question? Un petit peu pourquoi... Parce que tu sais que tu as le droit de poser des questions et j'ai le droit de ne pas y répondre. Oui, c'est vrai. Bonjour, Jackie Tronel, directeur de publication et président de l'association Le Secret de Pays pour le 4e numéro. Alors effectivement, nous avons le plaisir de lancer le 4e numéro de Secret de Pays. C'est un semestriel. Un journal, un magazine qui se veut révélateur de secrets, secrets de pays, d'où son titre, sous-titré Écho du pays des Bastides. Avec ce magazine, on essaie de valoriser le patrimoine de notre belle région, patrimoine naturel, patrimoine bâti, patrimoine industriel. Et dans ce numéro 4, à chaque fois, il y a une thématique nouvelle, un dossier. Le dossier de ce numéro 4, c'est patrimoine et savoir-faire. Donc nous allons parler des vieux métiers, nous parlons de choses connues ou moins connues qui touchent à ce pays des Bastides. Dans chaque numéro, il y a un portfolio qui met en valeur un photographe ou un artiste. Pierre Boitrel ici montre quelques photos d'artisans, de métiers anciens, également des photos animalières, car comme il vous l'a déjà exprimé, c'est un passionné de nature. Il est très proche des hommes, très proche de la nature, des animaux. Et c'est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers lui et que lui, très gentiment, a mis à notre disposition sa merveilleuse photothèque. Alors, le Moulin de la Rosique, c'est un choix particulier? Alors,
Il s'agit du moulin de la Roque. La Roque, pardon. Voilà, à ne pas confondre avec le moulin de la Rousie qui se trouve également à Couze et Saint-Front. Alors le moulin de la Roque, c'est la première fois que nous faisons un lancement dans un site privé. Donc nous remercions Monsieur Duncan Kilgour qui est propriétaire du fonds ici, de l'exploitation fabrique de papier de ce moulin. Alors un article a été consacré à Georges Duchesne qui est le fondateur de ce moulin de la Roque tel qu'on le connaît aujourd'hui depuis 1972. Et un hommage lui est rendu dans un bel article qu'a écrit Françoise Chéroux. C'est un personnage, Georges Duchesne, malheureusement décédé aujourd'hui, mais qui a, à la force des bras, a su remettre en activité un magnifique moulin et faire un papier connu dans le monde entier, qu'utilisaient des aquarellistes, des peintres et qu'utilisent toujours les artistes aujourd'hui encore. Couze, il faut le rappeler, c'était 13 papeteries. Oui, c'est un village papetier. Alors les eaux de la Couze ont cette particularité, je ne suis pas grand connaisseur, mais j'ai lu et j'ai entendu dire que le pH de la Couze est un pH neutre qui se prête bien à la fabrication du papier. Que c'était idéal pour la fabrication du papier et surtout pour sa conservation dans le temps. Il paraît que 3, 4, 5 siècles, ça ne fait pas peur au papier de Couze. Voilà pourquoi l'industrie papetière a été développée tout au long de la Couze, qui aussi, par son débit, permettait d'alimenter donc tous ces moulins d'amont en aval. Donc, tout Couze, en fait, était tourné vers le papier. C'était l'activité principale. Il y en a eu d'autres. Filature, il y a, et c'est l'un des secrets de pays que l'on révèle dans ce numéro, il y a eu dans les anciennes carrières des Guillandous, carrières où l'on extrayait de la pierre calcaire. Il y a eu aussi, au début des années 30, les carrières des Guillandous ont été utilisées par un monsieur Delorière, propriétaire d'un vignoble dans le Haut-Bergeracois. Et on a vinifié, champagnisé du vin de Bergerac dans les carrières des Guillandous, à Couze, jusqu'au début des années 60. Alors ça c'est l'exemple type du secret de pays que notre magazine a plaisir à révéler. À chaque fois, les articles sont sourcés, on essaie de voir quelles sont les sources, on évite de commettre des erreurs. C'est une revue qui n'est pas une revue universitaire, ça n'est pas une revue de société savante, c'est une revue grand public, type magazine, parce qu'on met l'accent sur les photos. On pense qu'un magazine, ce sont avant tout de belles photos. Mais ces photos-là, elles doivent être contextualisées, elles doivent être accompagnées d'un texte qui permet d'en savoir plus sur le sujet abordé. Par les gens qui sont bien du coin et qui font que ça prend toute sa cohérence. Oui, voilà. Alors il y a des gens du coin qui sont des amoureux de leur terroir et qui savent en parler et bien en parler. Et puis il y a des gens qui sont des importés, des gens qui ont eu le coup de cœur pour ce pays, qui s'y sont intéressés, qui ont fait des recherches en archives. Alors, les archives départementales sont riches en sujets que nous reprenons parfois. Par exemple, dans le numéro 3, nous avons fait un article sur un personnage complètement méconnu à Montpazier, qui était le fondateur de l'hospice de Montpazier, de l'hôpital de Montpazier, l'abbé Laborie du Pourteil. Voilà, c'est aussi un secret, mais que les archives départementales nous ont permis de révéler. Oui, donc c'est quand même beaucoup de travail, il faut aller chercher les gens aussi. Oui, c'est du travail, mais c'est de la passion. Donc quand on est passionné par un sujet, il y a un petit collectif, quelques personnes qui se sont investies dans ce projet. Bon, c'est suffisant pour en faire quelque chose qui plaît et qui, puisque c'est la 4e édition, et nous l'espérons, continuera à perdurer. Parce que la question qui me vient surtout à l'idée, c'est comment on fait pour trouver, peut-être pas les sujets, mais au moins de qui en parler, la personne des fois qui est pas toujours dans le centre-ville, dans le centre-village. Alors, les passionnés, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui découvrent la revue, qui écrivent, qui envoient un mail ou qui téléphonent et qui disent « Tiens, moi je m'intéresse à tel sujet, qu'en pensez-vous » Par exemple, nous avons quelqu'un qui nous a parlé d'un ancien... quel est le nom quel est ce métier ancien? Ça y est, un bourrelier, Monsieur Denis, qui était installé à Lalinde. Et on a un magnifique reportage photo sur cette personne, cet artisan bourrelier.
qui était matelassier aussi, je crois, tapissier, matelassier, bourrelier. Et ça sera sans doute un article dans le numéro 5. Comme ça, quelques articles nous arrivent et on les collecte, on essaie de les réunir autour de thématiques, puisqu'il y a à chaque numéro une thématique précise. Et bien voilà comment sont constitués les articles pour former un numéro. Rappelez-nous l'imprimeur, votre imprimeur, il est d'ici? Il est dans la communauté européenne, malheureusement. Oui. La revue est vendue 6 €, c'est une revue associative. 6 €, ce numéro fait 60 pages, tout en couleur. Donc malheureusement non, ce n'est pas imprimé ici localement, c'est imprimé dans le nord de l'Espagne, dans le Pays Basque espagnol. Mais toute l'infographie par contre est faite localement à Bergerac par Jean-François Tronel de l'agence Topaki. Voilà. D'accord. Donc on a bien fait de venir, on a quand même un lien. Oui, un lien bien sûr, un lien, et puis tous les sujets qui sont ici abordés sont tous des sujets locaux, puisque c'est vraiment le pays des Bastides qui constitue notre base de recherche et voilà, on s'exprime autour du pays des Bastides. Oui. Et il n'y a aucune démarche pour l'instant, et je pense que c'est la philosophie actuelle, mais pour demain aussi, il n'y a aucune démarche mercantile, commerciale dans le sens négatif du terme. Pour l'instant, on arrive à retomber sur nos pieds, notre trésorerie est tout à fait positive, mais c'est un gros travail. Est-ce qu'on est sollicité par des sponsors, des gens qui veulent avoir un encart? Oui, alors tout à fait, parce que depuis, c'est le 2e numéro où nous avons créé un carnet des bonnes adresses. C'est bien ça. Voilà, et alors il y a un certain nombre de commerçants, de restaurateurs, d'hôteliers qui souhaitent rejoindre ce carnet des bonnes adresses. Et effectivement, nous avons de la demande. Alors ce que l'on essaie de faire par rapport au premier numéro, où on avait disséminé un petit peu les publicités dans la revue et on trouvait que ça... Il y a une charte graphique, on dirait. Voilà, oui, il y a une nouvelle charte graphique. Donc on a réuni tout ce qui est participation publicitaire dans un carnet des bonnes adresses. Et on n'est pas trop lourd. Pas trop lourd, là, c'est une double page. Et on conserve quelques pleines pages pour des institutionnels, comme ici l'Agence de développement du Pays des Bastides. Ici, c'est un privé, le Château de Lanquet, qui fait la 4e de couverture. Le numéro 3, c'était le Conseil Général qui avait participé sur la 4e de couve. Ce sera sans doute dans le numéro 5. Il y a quand même plus de culture, à proprement dit, que de publicité. Oui, bien sûr, bien sûr. Et oui, parce que c'est une revue, c'est un magazine que l'on conserve dans sa bibliothèque. Ça n'est pas une revue jetable. Elle doit durer dans le temps. C'est un petit livre. Donc autant qu'il soit esthétique, autant que la charte graphique incite à non seulement le feuilleter et puis le poser, mais à aller plus loin, à lire les articles. Donc dans ce numéro que l'on a agrandi, puisqu'il est passé, initialement on était à 44 pages, puis 52, là on est à 60 pages avec ce numéro 4. On a augmenté la taille des caractères pour permettre une lecture plus facile pour les gens du 3e âge. On a eu ce petit reproche, donc on essaie d'intégrer les remarques qui nous sont faites, parce qu'on considère qu'elles sont toujours constructives. Et vous vous réunissez, vous n'avez pas de siège social? Si, puisqu'il y a une association, il y a un siège social, c'est à l'office de tourisme au jardin public de la Linde, se trouve le siège social de l'association. Donc on fait des réunions 2, 3, 4 fois par an, des assemblées générales, au cours desquelles on discute des prochaines thématiques. Par exemple, je vous révèle quelle sera la thématique, le dossier du numéro 5. On doit aborder un sujet bien particulier, celui de l'immigration.
C'est-à-dire des gens qui sont venus de l'extérieur, en pays des Bastides. Alors on pense à l'émigration des Espagnols, républicains au début de la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1939. On pense aux Alsaciens-Lorrains qui ont été repliés, évacués d'Alsace-Lorraine et qui sont venus ici dans la région. On pense aux Bretons entre les deux guerres. Il y a eu un repli breton. Les Bretons ont acheté des fermes agricoles et les ont exploitées. Il y a dans la région, autour de la Linde, Couze, des familles bretonnes. Donc c'est de tous ces visages de l'immigration dont nous souhaiterions parler dans le numéro 5. Oui, parce que les Bretons, il y a peu de gens qui savent ce qui s'est passé là. Alors il y a un auteur, Sylvain Lebaille, qui a déjà travaillé sur le sujet, qui a publié un ouvrage. Il ne le sait pas encore, mais on pense le mettre à contribution, s'il veut bien, pour aborder cette question spécifique de l'émigration bretonne. Voilà, et puis il y a donc effectivement les Espagnols, c'est un vaste sujet, d'autant plus qu'il y avait ici un projet de construction d'une poudrerie nationale à Mozac, et de nombreux Espagnols ont été réquisitionnés en vue de ce projet de construction qui n'a pas abouti suite à l'armistice du 22 juin 40. Mais voilà, il y a une population espagnole qui est restée dans la région et dont nous voulons parler dans le prochain numéro. Bon. Alors, le bilan sur les 4 premiers numéros? Il est très très positif. On le mesure à l'attente qu'il suscite chez le lectorat. Cela fait déjà un mois que les gens réclament le 4e numéro auprès de leur libraire ou de leur dépositaire. Nous avons également des auteurs qui souhaitent contribuer, publier, qui nous révèlent des secrets de pays et qui aimeraient nous en faire profiter. Donc cela montre l'intérêt que représente ce type de littérature vraiment régionaliste. Les gens sont amoureux de leur pays, qu'ils soient natifs d'ici ou qu'ils se trouvent ici en pays des Bastides, pays d'adoption, ce qui est mon cas d'ailleurs. Et oui, pour nous, c'est vraiment une satisfaction énorme. Imaginez que sortir un 60 pages, gérer, surveiller l'infographie, et puis en amont de l'infographie, parce que quand on en est à l'infographie, à la limite, une grosse partie du travail, pour ce qui est de nous, association, une grosse partie du travail est fait. L'infographie, on la sous-traite à une agence. Par contre, coordonner tous les articles des différents auteurs, les relire, donc il y a un comité de relecture, ensuite les soumettre à nouveau aux auteurs après correction, chercher l'iconographie qui va accompagner les articles, parce que vous voyez qu'on accorde une grande importance à l'iconographie qui est de qualité. C'est un très lourd travail. Moi je suis en activité, c'est pas mon activité principale, c'est du bénévolat. Donc voilà, vous connaissez le problème du bénévolat et de l'associatif. Voilà, donc c'est en ce sens que c'est lourd, mais bon, c'est tellement, je ne me plains pas du tout, c'est tellement riche de rencontres, de partage d'expériences que le jeu en vaut la chandelle largement. Une dernière question peut-être sur votre public entre le numéro 1 et le numéro 4. Qu'est-ce que vous en savez? Comment il a évolué? Alors, ce que l'on en sait, c'est qu'il a évolué au plan de la zone de couverture géographique, puisqu'aujourd'hui, pour l'instant, on a une page Facebook sur laquelle on communique, et on a des gens qui nous demandent des abonnements, mais des gens, des Périgourdins, ou même des Couzeaux, des Lindois, qui sont expatriés, qui retrouvent ici un peu de leurs racines, et qui demandent à s'abonner. Et puis là, on lance, ça va être là, dans le courant de la semaine prochaine, un site internet, donc www.secretdepays.com ou .fr, l'un ou l'autre. Et là, on va donc proposer la vente en ligne de la revue, qui sera expédiée par la poste. On pourra payer en ligne par PayPal. On y exposera, on y mettra tous les sommaires des 4 numéros déjà sortis. On parlera des prochaines thématiques. On va essayer de faire vivre cette revue au travers d'un site internet. C'est le passage obligé, il faut vivre avec son temps, même si on est tourné vers le passé, pas que. Le présent nous intéresse beaucoup. D'ailleurs, il y a un superbe article sur Altaïr, du côté de Liorac, avec une expérience magnifique, un village qui a été ressuscité par un groupe de passionnés et qu'ils exploitent. Ils font
production de plantes médicinales, médicinales et tisanières, etc. Voilà, donc nous ne sommes pas que dans le passé, le présent et l'avenir nous intéressent. Voilà, Secret de Pays. Non.